Bonjour, c'est Christine Rivet de la ferme Guy Rivet. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, je suis avec Christine Rivet de la ferme Guy Rivet, une productrice de fraises principalement. Bonjour Christine. Bonjour Christian. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Good, good, good. Hey, tu vas nous raconter un peu l'histoire de la ferme, où est-ce que t'es? Puis ton histoire aussi au travers de la ferme, tu vas tout nous conter ça en détail, là. On va tout savoir. On veut tout savoir. On veut tout savoir. La ferme, on est à Radune, donc dans la Naudière, près de Joliette. Je suis la 4e génération productrice de fraises sur la terre. Donc, c'est mes arrière-grands-parents qui ont commencé à en faire. Mon grand-père qui en faisait où je suis présentement. Mes parents sont toujours avec nous, nous étant mon frère et moi. J'ai ma petite sœur aussi qui est physiothérapeute, donc pas sa ferme, mais qui est quand même jamais bien loin. Puis, on est principalement producteurs de fraises. OK. Et vous avez tout un été producteur de fraises, même depuis tes arrière-grands-parents? Non, ils ont tout le temps fait de la fraise en famille, mais mon grand-père avait une ferme laitière et des fraises. Puis, il est tombé malade, ça allait pas bien, fait qu'il a eu à choisir. Le doc, il a donné, il dit, tu dois choisir. Soit tu peux pas faire les deux, soit les vaches, soit les fraises. Puis, il a choisi les fraises. Ah. Fait que ça, on est resté avec les fraises après. Ah, c'est sûr. L'avantage de faire les fraises, c'est que t'as pas besoin de faire les foins l'été. Non, ça, ouais, mais on est quand même au champ, mais on ne fera pas les foins. Ça, c'est bien. Donc là, t'étais à Rawdon, parce que t'es pas tellement loin, dans le fond, de la capitale de la fraise, qui est Sainte-Anne-des-Plaines. Non, ça se fait bien, là. Sainte-Anne-des-Plaines, nous autres, ça se fait bien. Puis, faut croire que dans le Nord, les fraises sont meilleures. Ah, ça, je sais pas. Moi, j'en ai quelques-unes dans le coin ici, là, mais j'ai jamais mangé de fraises de la Rive-Nord. Mais qu'est-ce que tu veux? Faudrait le connaître. J'achète local, hein, fait que, tu sais, je peux pas aller sur la Rive-Nord. Non, c'est pas vrai. C'est ça qui me fait peur. Et puis toi, Christine, ça fait combien de temps que tu es sur la ferme, là? Officiellement, j'ai acheté une partie des actions à mon père en 2008. OK. Ouais, ça commence à faire longtemps, mais j'ai toujours été sa ferme. Donc, je servais mes premiers clients, j'avais géré une partie de la job, j'avais 5 ans, j'amenais les clients au champ, c'était ma job. Donc, c'est ça. Vivre sur une ferme, on commence bien jeune. Oui. Puis ça fait, là, bon, c'est la ferme, OK? Puis, voyons, je suis en train de perdre mon idée. Hey, vous avez quelle grandeur de fraises en tout? Pas tant. Je vais être franche, là, on a déjà été beaucoup plus grand que ça. Présentement, j'ai à peu près un 6 hectares en production. OK. Donc, c'est pas hyper grand, mais notre objectif, c'est de rester capable de le faire en famille. De ne pas avoir engagé 150 travailleurs étrangers pour y arriver. Donc, là, on en a 2. On en a 2 autres qui vont se joindre à l'équipe l'été prochain. Puis, c'est correct. On est capable de gérer avec la main-d'œuvre québécoise, avec les gens du coin, puis ça reste familial, puis c'est ça qu'on veut. Puis fais-tu d'autres productions pour que des fraises? Maïs sucré, camerise, un petit peu de citrouille, un petit peu de cerise de terre. Après ça, c'est des céréales en rotation. OK. Mais c'est pas mal, principalement, c'est du maraîcher que vous faites, là. C'est maraîcher. OK. Ah, ben c'est cool. Puis, vous faites aussi quel autre produit? Parce que vous faites pas juste des fraises en vrac comme ça, là.
Non, non, ce qui arrive, c'est qu'on a une partie de notre production qui est transformée. Depuis 1995 qu'on fait du vin de fraise au Québec, premier producteur de vin dans la Nadière. Puis, ça se poursuit. Après ça, on va faire de la confiture, on va faire des gelées, on va faire des perles, on va faire énormément de produits transformés qu'on va distribuer un peu partout au Québec. OK. Puis, c'est tout fait à partir de vos fraises? Est-ce que vous achetez des fraises de l'extérieur pour faire tous vos produits? Quand on a une mauvaise année, ça arrive, mais c'est principalement ma fraise. Puis dans tes fraises, eux autres, est-ce que tu en vends beaucoup dans les épiceries ou dans les marchés ou quoi que ce soit? Ou c'est principalement une bonne partie qui s'en va dans la fabrication de produits? On va avoir une bonne partie dans la fabrication. Après ça, ça va être de l'autocueillette parce qu'on fait ça, mon Dieu, depuis mon grand-père qu'on fait de l'autocueillette ici. Puis après ça, ça va être marché frais, nous autres mêmes qu'on détaille. Puis j'ai quelques commerces qu'on garde depuis toujours, depuis mon grand-père qui les a commencés, puis on les a encore aujourd'hui. Là. Parce que dire du vin de fraise, là, à part chez vous, je sais pas s'il y en a ailleurs, tu sais. Oui, on est de plus en plus. On était, la dernière fois que j'ai regardé, à peu près un par région du Québec. On va en avoir un, par exemple, en Abitibi, Norvie. Il y en a un en Gaspésie qui est toujours bon. J'ai le Ricaneux qui est toujours bon aussi. Il y en avait un à Saint-Valentin, puis je pense qu'elle est toujours là aussi. Fait juste un petit bout de temps que je n'y ai pas parlé. Un dans Mauricie aussi. Puis nous autres. Tu sais, on est bien éparpillés à travers le Québec. Puis c'est on va se le dire, du vin de fraise, ça reste que c'est quelque chose qu'on faisait depuis longtemps. Faire des vins de petits fruits, ça a toujours été, au même titre que le cidre, ça a toujours été dans les recettes familiales pour se faire des bons parties au Québec. Donc là, c'est juste que nous, c'est développé puis c'est commercialisé. C'est structuré. Est-ce que c'est un peu la même méthode de fabrication que du vin de raisin, du vin normal, mettons? C'est 100% la même chose. Ça dépend juste qu'est-ce qu'on veut faire. Si on veut, par exemple, partir du jus, si on veut partir du fruit en entier. Après ça, c'est une recette, puis c'est les doigts magiques du vinificateur. On peut faire n'importe quoi. On peut y aller dans du 5%, comme on peut monter à du fortifié. Dans notre cas, on va faire des mistels, donc des gens porto. On va faire des crèmes, des digestifs. On est plus sucré, faut le dire, de notre côté, là. Mais on a déjà fait des secs. Un vin de fraise sec, c'est perturbant, là. Tu t'attends à boire quelque chose qui goûte la fraise sucrée, mais qui ne l'est pas du tout. OK, c'est pas sucré. Ça dépend des produits, on s'entend, là. Oui, ça dépend des produits. On peut faire n'importe quoi. On peut s'amuser. C'est vraiment au goût du vinificateur. OK. Est-ce que c'est transformé à la ferme ou c'est fait ailleurs, le vin? Les lois québécoises, tu n'as pas le choix. C'est à la ferme. À la ferme seulement, puis on est surveillé autant au niveau provincial que fédéral. Tout est fait 100% ici. On est même obligé d'avoir des quantités minimum de fraises pour pouvoir en faire au Québec. Ah oui? Donc, c'est compliqué. C'est quoi qui complique ça? C'est toute la régie de l'alcool puis des jeux de toutes ces patentes-là? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a une tonne de règlements. Tu sais, en agriculture, c'est tout le temps ça, là. Il y a une tonne de règlements qui, des fois, se contredisent un peu entre le fédéral puis le provincial. Des embûches sur comment le vendre. Des embûches... C'est particulier. Autant qu'on a déjà été dans toutes les SAQ au Québec avec un de nos produits, avec le Mistel, au début des années 2000, quand ils ont ouvert la porte aux produits québécois, on était un des premiers, puis on les avait toutes. Les 400 succursales, on les avait toutes. Puis après ça, là, ils ont changé un peu la manière de fonctionner. Puis vu que j'étais un produit hors norme, ça devenait encore plus compliqué. Fait qu'on a juste sorti. On a laissé aller depuis le début, depuis 95, qu'ils nous promettent mère et monde que ça va arriver, qu'on va être capable de vendre de telle manière. Puis ça arrive pas. C'est aussi niaiseux que j'ai pas le droit d'envoyer une bouteille par la poste. J'ai pas le droit d'envoyer un transporteur. Faut que je le fasse moi-même. On a encore des lois qui datent d'avant d'Internet puis qui n'ont jamais vu l'avenir, qui sont pas puis que c'est pas modifié. C'est triste, mais c'est ça. OK, fait que toi, tu pourrais pas avoir une boutique en ligne pour pouvoir vendre du vin partout au Québec, là, puis livrer par la poste ou par Purolator. C'est pas faisable, là. Il y en a qui le font. Si on livre par nous-mêmes, on peut.
Oui, ça, c'est correct, là, mais c'est ça, tu peux pas le faire par C'est plus. ça, on comprend qu'il faut le livrer par nous-mêmes. C'est le problème avec les lois qui n'ont pas été mises à jour depuis que Internet existe. Ah, si, bon, d'accord. Non, c'est pas le fun, là. T'sais, On vit avec, puis nous autres, on s'est dit, on s'est battu longtemps. Puis, à une bonne moment, on apprend, puis on dit, bon, on fait nos affaires, puis on s'est reviré de bord, on fait des choses qu'on aime, parce que si t'aimes pas ça, t'arrêtes, là. parce que je pense qu'il s'en vendait, je sais pas s'il s'en vend encore, mais à la maison de l'UPA à Longueuil, il y avait comme une On en boutique. a déjà vendu. OK, là, vous en vendez plus là. Je l'ai faite, je pense que c'est 2-3 ans, je ne sais plus trop. Est-ce que ça a recommencé? C'était c'était dans le temps des fêtes qu'on embarquait. Est-ce qu'ils en ont refait depuis? Je ne sais même pas. Vu que je traverse pas, chaque bord du fleuve, on traverse pas tant souvent. Il faudrait que je vérifie avec l'UPA s'ils en font encore à la maison, mais je suis pas sûre. OK. Pas sûr. On s'en tient juste un peu plus au nord. On fait quelques expositions. Puis le reste, tout est à la maison. 100% à la maison. Puis, le vin, là, est-ce que c'est tout fait, mettons, à récolte? Ou ben non, tu congèles des fraises pour en faire durant l'hiver? Du vin? On a commencé à faire du vin. On s'est fait approcher par notre vinificateur dans le temps, il s'appelait Alain, puis ça avait été clair dès le départ que nous autres, c'est pas le temps d'en faire dans le temps des fraises. OK. On fait des journées de fou. Faire des fraises, ça commence au soleil, puis ça finit pas quelque part dans la nuit, parce qu'avec le marché central, on sait jamais quand est-ce qu'on finit. Donc, c'était clair qu'il fallait pas faire ça pendant le temps des fraises. Donc, les recettes, dans notre cas, ont été élaborées avec la fraise congelée. Donc, on congèle, puis après ça, quand c'est plus tranquille, à partir de l'automne, ben là, ou à la fin de la production, au mois d'août, ben là, on va commencer à faire nos vinifications tranquillement. OK. C'est-tu la même chose pour les confitures puis les gelées, tout avec les fraises qui ont déjà été congelées? Oui, 100%. On travaille qu'avec de la fraise congelée, ce qui nous permet aussi de travailler, de répartir l'ouvrage à travers l'année. C'est sûr. Et non de paniquer pendant 2 semaines parce que là, ça produit en débile, il fait trop chaud, les fraises sortent, il faut faire de quoi, il faut faire du stock avec, puis que produire jour et nuit, c'est non. Ça, c'est non. On congèle, puis après ça, on le fait tranquillement à notre goût, à notre rythme, puis tranquillement à travers l'année, on fait compte, là, à travers l'année. Tu dois avoir un méchant gros congélateur pour tout entreposer ce que tu veux transformer. Oui. Pas si pire. Il rentre, oh mon Dieu, une vingtaine de palettes peut-être. Dans un, puis dans l'autre, c'est un 53 pieds. Fait que c'est pas si pire. Ah, OK, c'est comme un container dans le fond, là. Oui. Un qui est un container, l'autre qui est homemade depuis toujours, là, mais c'est l'équivalent d'à peu près 53 pieds et demi, là. Ah, mais quand même, ça a de l'allure. Oui, c'est quand même, c'est pas si pire. C'est une question de gestion. Avec le temps, on s'est habitué à faire une belle rotation à travers tout ça, puis de produire intelligemment, là. Donc, on produit ce qu'on a de besoin. OK. Ben oui, c'est bien sûr. Puis, bon, là, tu fais ton vin avec des fraises, puis là, ils sont toutes congelées, les confitures, les gelées. Ensuite de ça, quel autre produit que tu fais? Dans les produits, dans les idées folles qu'on fait, on fait entre autres des perles de fruits. La cuisine moléculaire, ça te parle? Non, ça me dit rien, ça. Ah ouais, vas-y, raconte-nous ça. La cuisine moléculaire, c'est l'art de retravailler les textures pour changer ce qu'on est habitué de voir. Par exemple, nous autres, on fait des perles de fruits, c'est-à-dire qu'on va... imagine-toi un jujube, avec une mince couche de gélatine, puis au milieu, c'est un cœur liquide. Donc, c'est une goutte de jus. Quand tu croques, ça donne de la texture, ça donne une résistance, mais au cœur, c'est liquide, c'est un vrai jus de fruits. Ça se tient. Donc, on peut mettre ça sur une bouchée, par exemple, avec du fromage, avec des terrines. On a fait des mix avec du pétanque, des sushis, du canard. On s'est amusé avec énormément de monde, des cocktails, puis ça donne des punchs de saveur. Il y en a qui me parlent de bubble tea, là, mais c'est pas pareil. Le bubble tea, c'est raide, c'est dur.
Mais c'est sur le même principe, mais plus délicat, plus fin et qui goûte meilleur. C'est qui fait ça chez vous? C'est-tu toi? C'est toi qui développe ça? Moi. Ah oui? Ça a pris 1 an à développer la recette, la technique. On fait ça depuis 2010. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Depuis 2000, depuis très longtemps déjà. Puis, on en fait, puis tout est fait à main. Donc, ça reste à petite échelle, mais très, très, très agréable. Ah, tabarouette, OK, je connais pas ça. Des perles de fruits. Oui, donc c'est juste amener un punch de goût. Puis ça, tu mets ça... pour le temps des fêtes, généralement, là, qu'on va le sortir encore plus. C'est gros comment ta perle? 1 centimètre à peu près. Ah, OK. Et ça va rouler quelque part entre un 3/4 de centimètre, 1 centimètre. Je peux en faire des plus petites aussi, vu que c'est fait en main, c'est le plus égal possible, mais c'est pas standardisé, c'est pas tout identique à travers le pot. Tabarouette, OK. Fait que... Donc ça, c'est dans nos idées folles, on va le dire de même, là, dans nos idées folles qu'on a sorties, on a depuis... Qu'est-ce qu'on a fait comme idée folle? On travaille la camerise. La camerise est de plus en plus connue, c'est le fun. Mais elle est encore à découvrir pour bien du monde. Là. Ben, la camerise, pour moi, c'est un fruit surtout plutôt nordique. Est-ce que je me trompe? Il se développe mieux, effectivement, dans le nord, malgré que ceux qui en font en grande échelle, il y en a maintenant un peu partout au Québec. Quand on a implanté ça, c'était en 2008 à peu près. Ouais, qu'on a implanté ici. Avec l'idée de tester, voir si on aimait ça. On a fait 300 plants. On aime ça. De l'agrandir, non. On fait affaire avec des producteurs pour compléter ce que moi j'ai pas ici pour la transformation. Ça fait bien mon affaire comme ça. C'est une culture qui est pas tant compliquée, mais qui reste encore beaucoup à apprendre, je trouve. Il y a encore beaucoup de choses à développer, à apprendre, à mieux connaître, parce qu'il y a énormément de variétés qui sortent aussi, qui se développent. Fait que c'est agréable, mais c'est un petit fruit qui est vraiment bon. Qui peut être surette un peu plus, là. Comme il y a des nouvelles variétés qui sont quand même pas mal sucrées. Puis ça, on peut manger ça comme une fraise ou... Ah oui, moi, mes clients, je leur dis, la première est épouvantable. Là. C'est la première que tu manges, c'est comme de la rhubarbe. Là. Tu fais la rhubarbe, la deuxième, oh mon Dieu, c'est bon. OK. La troisième, ça se mange tout seul. Là, le goût, t'es habitué, ça goûte frais. On va être un mélange entre la rhubarbe, la cerise, un peu de bleuet à travers tout ça, puis de mûr. Puis un coup de transformé, on se rapproche plus de la prune puis du cassis. OK. C'est le fun. On le fait même en alcool. On va le marier en alcool avec les fraises pour s'amuser. Là. Parce que la première fois que j'ai goûté à ça, de la camerise, c'était au travers d'une bière. Une bière à la camerise. Ouais, mais c'est bon. Mais ça rend pas nécessairement hommage aux fruits. Non. c'est parce que c'est une personne que je connais qui habite à Bécomo. Puis, dans le fond, ça se trouve être la fille du chum à ma mère. Fait qu'elle habite là-bas, puis eux autres, ils ont une microbrasserie, puis ils avaient amené de la bière de microbrasserie de là-bas pour nous donner ça une année. Donc, dont une, il y avait une bière à la camerise dans ses cadeaux. C'est bon, ça se voit bien, dépendant comment ils l'ont développé, mais le fruit tout seul, c'est particulier. C'est sur le même principe que la fraise en alcool, c'est pas pareil, là. C'est pas comme n'importe quel fruit. Ça va développer d'autres saveurs que le fruit pur. Ouais, tu peux aimer le raisin puis pas aimer le vin, là. Ou le contraire. Exact. Moi, je connais du monde qui boivent pas mal plus de vin qu'ils mangent de raisin. C'est correct. Puis ensuite de ça, quelle autre sorte de fruits que tu fais? Cerise de terre. OK, les cerises de terre, oui. La cerise de terre pour un petit peu d'autocueillette plus de la transformation. On fait un petit peu de citrouille aussi, le même principe. Puis maïs sucré, qui n'est pas en autocueillette, celui-là. Là, c'est vraiment juste pour nous, pour vendre à nos kiosques. Puis ça ressemble à ça. Puis, j'ai un peu de raisin de table, mais ça compte pas. J'ai genre 50 pieds. Tes cerises de terre, tu transformes ça en quoi? Ou juste
Tu fais En des... confiture. Comment? Confiture. OK, en confiture, c'est beau. Juste en confiture, c'est là qu'on sait que c'est bon. La confiture de cerise de terre, c'est extraordinaire, là. C'est délicat, ça passe partout. Puis on fait ça depuis ça aussi, j'ai arrêté de compter, là, une couple d'années déjà. Ouais, ça, c'est pas mauvais, ça, des cerises de terre. C'est rien qu'il faut enlever là, comme l'espèce de grosse pleure là, brune qui est autour, là. Ouais, ben c'est le bout qui qui est un peu plus long, puis qu'on fait à temps perdu en écoutant la télévision, c'est ça qu'il faut dire. Hein? Avec une série Netflix. Puis ta citrouille, est-ce que tu fais de la transformation avec ça? Oui, j'étais encore en confiture, c'est de la marmelade. On fait une marmelade d'agrumes à base de citrouille. OK. Donc, citrouille orange, pamplemousse, puis citron. Ce qui va faire que la citrouille va adoucir le mélange. OK. Ça sera pas trop amer, ça va être plus doux en bouche. Puis c'est-tu Donc, une sorte de citrouille en particulier que tu fais ou... Ben avec le temps, puis en jasant avec du monde, on travaille surtout avec de la néon parce qu'elle est plus facile à éplucher. Parce qu'après avoir testé quelques variétés, les citrouilles du commerce sont bien le fun pour l'Halloween. Ils sont tough, ça va bien, mais pour éplucher, c'est une autre histoire. Fait que là, c'était de développer, de voir avec d'autres entreprises, de jaser avec du monde, puis on travaille surtout avec de la néon qui fait notre affaire, qui est une citrouille qui quand même hâtive, pas trop grosse. Donc, on ne s'éreinte pas à la ramasser puis qui s'épluche assez bien. Là. OK. Parce que comme moi, il y en a un dans mon coin qui commence à faire de la citrouille, mais c'est principalement pour les graines là, qu'il fait. OK, oui. Non, ça va être une autre chose. Là. Ouais, c'est ça. C'est complètement une autre affaire, là, c'est sûr. Mais c'est pas toutes les citrouilles, tu sais, qui vont faire, mettons, la chair, mettons, qui va être bonne ou mangeable ou quoi que ce soit. Là, c'est une citrouille qui est vraiment conçue pour faire de la graine, là, plus que pour sa chair. De toute manière, la chair est retournée dans le champ. Et puis tu fais aussi du agro-touristique. Tu as une espèce de labyrinthe, je pense, dans le Bledin que tu fais. Oui, on fait, ça va être notre 5e édition d'un grand labyrinthe. Le grand labyrinthe de la Nadière, c'est 6 hectares. Maintenant, c'est rendu 6 hectares dans un champ de maïs. Puis, généralement, on compte à peu près un 8 km de sentier. Quand même. C'est effectivement très grand. C'est une activité qui prend à peu près 1h30, qui est pour toute la famille. Autant pour les enfants, les parents, que les personnes, que les adultes. J'en ai qui viennent entre amis, entre adultes, en couple, pour faire le tour, parce que c'est à la fois ludique et éducatif, puis c'est ça, ludique et puis accessible, parce qu'on le fait aussi pour les chaises roulantes. Tout est fait pour qu'ils viennent se promener même en chaise roulante ou en poussette dans le champ. Ah oui? On travaille fort. Depuis la première année, on a eu, à notre première édition, on a eu un gars en chaise roulante que, wow, il avait des bons bras parce qu'il est venu un lendemain de pluie. Et si bon, non, ça doit pas être une bonne idée, là. Si tu as du trouble, tu nous le dis, on va t'aider. On va venir te chercher, on va t'aider, on va te sortir de là. Puis je dis, en sortant, j'aimerais ça que tu me donnes ton avis. Puis à partir de ce qu'il nous a dit, on a réalisé on a réalisé bien des choses, puis on a modifié après ça. Il est revenu la 2e année, puis OK. Il était super heureux parce que là, ça marchait, puis on a modifié pour que lui, ça fonctionne aussi, puis que ça soit bon pour tout le monde. OK. Ouais, ben c'est sûr, tu fais de quoi, tu sais pas trop, tu sais, faut que tu fasses des erreurs pour savoir comment t'améliorer, là. Ah oui, parce que ce qui arrive, c'est que dans le labyrinthe, on a des questions. On a, cette année, j'en avais genre 75 questions, puis 75 ou 100, je sais plus, puis sur un thème spécifique, puis on les répond, on les met en arrière des affiches. C'est niaiseux, mais il dit, moi, je suis pas capable en chaise roulante d'aller voir en arrière de l'affiche si j'ai la bonne réponse. OK. Fait que là, on a développé d'autres choses, d'autres systèmes pour que ça fonctionne aussi pour les petits. Là. On s'est rendu compte qu'effectivement, pour les petits comme pour tous ceux qui sont en mobilité réduite, mais on n'est pas en mesure de bien voir. Fait qu'on a développé d'autres systèmes, puis on améliore année après année notre manière de faire pour que ce soit agréable pour tous. Là. Dans le fond du sentier, là, pour que ça puisse bien aller avec une chaise roulante,
Est-ce que c'est juste encore sur la terre battue ou ben non, tu mets un rang de paille à terre ou... On est sur terre battue, mais mon père se plaît à dire que c'est plus drette que les trottoirs à Montréal. Ah, ça, c'est pas dur à battre, là. On s'amuse, là, mais en toute honnêteté, c'est très long. Partir le labyrinthe, puis jusqu'à l'ouvrir, on met à peu près 400 heures d'ouvrage. OK, tabarouette, oui. Entre les questions, puis les sentiers, les faire, les couper, aménager les sentiers pour que ça devienne super solide. Et parce que c'est pas juste terre battue que là, en marchant, le monde va taper. On s'arrange pour que ce soit déjà tapé quand les premiers clients rentrent. Donc, il faut que ça reste poussette, passe sans problème. Même les petites poussettes à petites roues, là, celles qu'on traîne, les petits parapluies qui sont pas d'avance, ça me passe très bien dans le champ. OK, fait qu'il n'y a pas de raie gros ou de gazon qui est semé dans le sentier, là. Dans le sentier, non, mais il y en a, on s'amuse, là. Ça va être la 2e édition qu'on va faire cette année avec de l'intercalaire. OK. Il faut bien s'améliorer, justement, puis travailler nos techniques. On n'avait jamais fait de meuse-grain avant de faire un labyrinthe, fait que là, on apprend. Et l'an passé, on a fait raie de gras puis trèfle à travers tout ça, et cette année, on va recommencer encore. Différemment, parce que il faut croire qu'on a semé plus d'un bord que de l'autre, mais on va être en mesure de faire d'autres choses. Puis là, c'est une variété, c'est pas ton maïs sucré que tu fais là-dedans, là. C'est vraiment un maïs grain que le monde ne pourra pas voir à l'autre bout du labyrinthe, là. Ah oui, puis écoute, cette année, il faisait 10 pieds. OK. Malgré la sécheresse, parce qu'on l'a rouvé. On a un canon pour nos fruits, puis on l'a mis dans le maïs grain pareil. Fait que nos plants faisaient 10 pieds de haut, là. Ah oui, t'es tout équipé pour irriguer? Ah, pas le choix. Dans le maraîcher, t'as pas le choix, sinon ça fait 2 ans que ça serait fini, là. Ouais. T'as-tu un bassin de réserve pour faire de l'irrigation ou c'est tu pompes, je sais pas comment c'est fait chez vous, là, j'ai déjà été une fois, mais ça fait trop longtemps. T'as-tu une rivière proche où est-ce que tu vas pomper Ouais, l'eau? j'ai une rivière proche. OK. J'ai une rivière proche, mais ce qui arrive, c'est qu'on travaille beaucoup avec le goutte à goutte. Fait que j'ai pas besoin de grand-chose. Le canon, c'est exceptionnel, puis on l'utilise. Puis on travaille, c'est ça, en système goutte à goutte pour la majorité de mes productions. Fait que dans le fond, c'est un tuyau qui va suinter tout le long des racines des cultures. Oui, puis pour les fraises, il est souterrain. Ah oui, il est souterrain? Parce que là, la fraise... On travaille en fraise nattée. Donc, c'est un champ qui reste en place l'année d'implantation plus 3 ans de récolte. On l'implante en même temps qu'on plante les fraises. Fait qu'il va rester sur place 4 ans, sous terre. Fait que nous, il peut faire 35 à l'ombre. Le système d'irrigation marche. Il y a une petite goutte qui est direct à la racine. Si on a besoin d'engrais, c'est soluble, direct à la racine aussi. Fait qu'on a diminué énormément nos consommations d'eau puis d'engrais nécessaires. Là. Puis est-ce que tes fraises sont sur un paillis de plastique? Non, on travaille direct au sol avec de la paille entre les rames. OK. Dans le fond, c'est de la paille que vous mettez sur les rangs pour les protéger du gel puis qui se retrouvent dans l'entre-rang au printemps. Pour protéger les genoux au printemps, oui. Ouais, c'est plus doux pour les genoux, ouais. Mais c'est effectivement ça, là. Donc, c'est pour ça qu'on fait dans nos cultures de la petite céréale, du blé surtout, pour récupérer de la paille. OK. Ouais, c'est pour avoir de la paille pour la mettre dans le champ. Pour le fun de même, là, avec toute la paille qui est ajoutée dans un champ de fraises, les taux de matière organique, ça peut ressembler à quoi quand tu fais tes échantillons de sol? J'ai pas regardé. Mon agronome est heureuse, mais après ça, ça fait un bout que j'ai pas regardé ça. OK. Mon agronome m'a dit la vie est belle. C'est bon, je passe au point suivant. Non, ça dépend. Les dernières analyses, je les ai pas reçues encore, je pense. Faudrait que je vérifie. Mais non, mon agro elle disait que c'était beau. Fait qu'on part, c'est correct, là. OK. Parce que dans le fond, tu sais, la paille, tu la mets dessus, mais elle reste tout le temps au champ, là. Fait que. Elle reste tout le temps au champ, puis elle se fait manger aussi à travers les années. Puis il faut en rajouter, pas à tous les ans, là. À tous les ans, on en remet sur le tas. Puis elle retombe dans le fond de rang, elle se fait manger. Donc oui, il y a quand même une belle apport en matière organique. Puis on est là 3 ans. Puis après ça, on est en repos, en rotation, jusqu'à ce qu'on vienne dans ce coin-là. Là. Puis là, quand tu détruis ton champ de fraises, entre parenthèses,
Est-ce qu'il faut que tu passes avant quelqu'un, mettons, avec une ferrée, puis là, tu vas enlever ton goutte-à-goutte à mitaine? On enlève goutte à goutte à mitaine, mais avec une charrue. Charrue à 2 rangs. OK. Mais go, trouver une manière de faire. Ça serait bien dur à expliquer de même au son, là, mais qui sont capables d'aller s'élever juste assez de tuyaux, puis il y a quelqu'un qui soit en arrière pour être sûr qu'il est bien déterré. Puis après ça, tout est roulé. Mon frère s'est patenté une machine directement sur l'hydraulique du tracteur. Puis sur le 3 points en arrière, il est capable de, avec l'hydraulique, puis il s'amuse, puis il est capable de rouler tous ses tuyaux. Ah, OK. Ah ben là, c'est plus facile dans ce temps-là. C'est long à tirer. Là, on l'a fait assez longtemps, le détirer à bras au complet, puis c'est épouvantable. Fait qu'après 1 an ou 2, on s'est tanné, puis il s'est patenté de quoi en hiver, et ça fonctionne. Ah, ben c'est tant beau. mieux. Ah non, faut que ça marche. Là. À un moment donné, tu peux pas tout le temps rouler ça à mitaine. Là. Faut qu'il y ait de quoi qui est plus d'avance. Là, parce qu'à un moment donné, quelqu'un s'écœure et tu fais d'autres choses. Là. Oui, t'as beau dire, on va mettre la main-d'œuvre là-dessus, la main-d'œuvre étrangère là-dessus. Nous autres, on a pour notre dire que si moi je le fais, il peut le faire, mais s'il le fera pas tout seul, si moi je l'ai pas fait d'avant, là. C'est pas juste eux autres qui vont le faire, on va le faire ensemble. Fait que tirer à bras, ouais. Nous autres, on a trouvé ça rough, faut qu'on a trouvé une manière de que tout le monde soit heureux pour le faire. Ouais, c'est bien beau d'avoir la main-d'œuvre étrangère, mais faut pas tout le temps lui donner des jobs de marde non plus, là. Ah non, ils font le même job que nous autres. Ouais. Si nous autres, on fait des jobs de marde cette journée-là, ils font aussi, mais si on fait des belles jobs, ils font de la belle job. OK. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu gardes tout le temps des belles jobs pour toi et de la job de marde pour les autres, là. Non, du tout, là. Puis là, ça attire combien de visiteurs, ça, ton labyrinthe? Bon an, mal an, dans toute notre année, on reçoit à peu près 25 000 personnes à la maison. Combien? C'est avec les frais, puis tout, là. Combien? Ben, avec les fraises, avec la boutique, avec le labyrinthe, c'est à peu près 25 000 personnes. 25 000 personnes, tabarouette. Ouais, ben, tu sais, on dit, pour se rendre chez nous, soit tu le sais, soit tu te perds. Mais là, il y a de plus en plus de monde qui le sait, là. C'est correct. Ça va mieux. Tabarouette, hey, c'est du stock, là, 25 000 personnes qui passent à la ferme, là. Oui. Ben, c'est pas... Il faut aimer le public. Ou c'est pas 25 000 personnes différentes, là. C'est peut-être, il doit y avoir du monde qui se répète une couple de fois là-dedans, ou... Oui, il y en a une couple qui se répète parce que, exemple, pour le labyrinthe, j'en ai qui vont venir le faire au mois d'août. Là où c'est le plus difficile à faire parce que le plant de maïs, ben, il est fourni, les feuilles sont super vertes, fait que tu vois vraiment pas au travers. Puis qu'on va revenir au mois d'octobre pour le spécial Halloween. OK. Fait que là, on va faire... Mais moi, j'ai qui punch, on va dire, entre guillemets, là, à peu près 25 000 personnes par année. Tabarnak, ouais, c'est du stock, là. Ouais, mais une journée à la fois, ça va bien. Non, c'est ça. Non, c'est pas tout en même temps, là, on s'entend, là, c'est pas le Centre Bell, là. c'est pas le Centre Bell. Temps, là, non. Quoique, ouais. Fait que, non, dans mon temps, il faut pas. Ça passerait pas. comme tous tes produits, comme le vin, là, bon, là, c'est sûr que c'est compliqué, fait que c'est pas mal tout vendu à la ferme, vu que là, tu passes plus par la SAQ. Non, c'est ça. Moi, tout est vendu à la ferme ou dans des expositions. Je te dirais avant COVID, on en faisait beaucoup plus. On en a déjà fait jusqu'à une centaine de jours par année des expositions. Maintenant, avec la COVID, on en a gardé juste une. Depuis 2 ans, on a gardé un seul show. Puis on verra. On verra si on retourne à plus grand après. Mais je t'avouerais que la COVID a emmené aussi mon 2e bébé. Fait que je suis pas pressée de retourner travailler à l'extérieur plus souvent, là. Non, c'est comprenable. C'est bien sûr, Colin. Je suis bien à la maison, ça se gère mieux. On est installé pour ça. Ouais, mais c'est du temps, tu sais, aller faire des marchés, des patentes de même, là, c'est beaucoup, beaucoup de temps, là. Ça veut pas dire que ça va vendre énormément non plus, là. Non, puis avec des jeunes enfants, c'est plus compliqué. Oui. C'est plus compliqué. Ma grande me suit, c'est pas ça le problème, mais là, le petit, il y a 9 mois. C'est moins évident.
c'est moins évident, puis il faut que ça marche, puis il faut que, même si on a du personnel, ben il faut y aller à tous les jours. C'est ça, c'est moins facile, là. Donc, sur ça, un gros merci, Christine, pour nous avoir présenté ta ferme et tous les produits que tu fais. Puis c'est vraiment merveilleux, là. Les vins, les confitures, les gelées, blablabla, puis tout. Puis le labyrinthe aussi, la ferme agro-touristique. Puis je restais accroché, moi, sur 25 000 personnes, là. C'est du monde. C'est du monde. Mais oui, c'est du monde. Donc, je te remercie beaucoup, Christine, pour toute ta générosité. Donc, sur ça, oui. Puis pour ça, tout le monde, je vous souhaite je vous dis un gros merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!